Nous avons à présent les quelques 45 minutes à disposition que nous avions prévues pour la table ronde. Pour l'instant, aucune question ne nous sont parvenues via la boîte de dialogue. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose ou à me formuler des exemples de votre propre pratique professionnelle. Nous accueillerons vos interventions écrites dans la boîte de dialogue avec plaisir. Pour l'instant, il n'y a rien dans la boîte de dialogue. Alors, je vais commencer en essayant de poser la première question. Madame Nussberger, vous avez dit que la commission de Venise est un peu le corps des sapeurs-pompiers pour l'indépendance du système judiciaire et s'efforce également de faire des propositions et qu'elle a trouvé. Et vous avez déjà parlé aussi du compromis entre les nouvelles démocraties et les anciennes démocraties. Moi aussi, je m'étonne parfois lorsque je parle aux collègues en Suisse, mais aussi en Europe, d'apprendre que les efforts de la Cour européenne ne sont pas connus. La nomination, il a été dit, la nomination des juges est une question cruciale. Et on voit qu'à Strasbourg et à Luxembourg, ces derniers temps, il y a eu des changements spectaculaires, notamment dans le cadre de la qualité. On vise à renforcer la qualité et les compétences des juges pour renforcer leur rayonnement. Concrètement, depuis le contrat de Lisbonne, l'article 255 sur la fonctionnalité de l'Union européenne, nous avons ce comité des 255 et Monsieur Voskuhle, vous êtes non seulement membre, mais président de ce comité. Nous avons eu un exemple récent avec ce comité 255. Cet exemple nous montre que la Commission peut faire des expertises avec une grande portée. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre pratique, de votre travail pratique? Et à Strasbourg, on a constaté aussi que la Cour européenne est critiquée aujourd'hui, alors que cette critique était encore impensable il y a une vingtaine d'années. Et on a vu que ces juges n'ont peut-être même plus les compétences ou les mêmes personnalités que comme c'était le cas avant. Je pense qu'il y a peut-être aussi un lien avec les nouveaux membres. On a vu qu'une commission d'élection et de nomination doit être mise sur place pour traiter les 3 propositions soumises ou pour les traiter, pour les commenter, pour les refuser, de manière à ce que des juges compétents puissent être nominés. Madame Nussberger, est-ce que lorsque vous êtes en contact avec les nouvelles démocraties, est-ce que vous avez déjà vu de tels exemples? Est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez déjà parlé de ces exemples? Ici, on a une commission judiciaire, comme on le voit, comme on va le voir, mais qui n'a pas toujours fait ses devoirs dans le passé. Lorsque je parle de grandes modifications constitutionnelles, je pense que là, il faudrait peut-être apporter des améliorations.
avec une telle commission qui existe à Strasbourg, telle qu'elle existe à Strasbourg et à Luxembourg. Donc, je vous pose la question à vous trois, mais Madame Nussberger, est-ce que vous souhaitez commencer Strasbourg et Luxembourg? Est-ce que vous êtes déjà intervenu avec la commission de Venise? Oui, vous parlez d'un point crucial, la nomination des juges qui portent, eux, leur jugement. Ça, c'est un problème, effectivement. Par exemple, mon mandat s'est terminé il y a 1 an et demi. Le mandat de ma collègue d'Ukraine s'est terminé il y a 2 ans, mais elle est toujours sur place parce que l'Ukraine n'a même pas présenté une liste pour des successeurs. Donc, je dois me poser la question de savoir qu'en est-il de la légitimité de juges qui ne peuvent pas être remplacés, car les États ne présentent pas de successeurs. En outre, il y a des listes de successeurs qui ont été complètement bloquées parce que les organes dont vous avez parlé ne peuvent pas assurer une succession. La liste de la Turquie, par exemple, a été refusée pendant 2 ans et demi. La Turquie, l'Azerbaïdjan sont dans la même situation. Donc, il y a très peu de juges qui sont partis et qui ont été remplacés tout de suite. Et même dans ce cas-là, les standards n'ont pas toujours été respectés. L'Allemagne s'est vue confrontée aux reproches de ne pas avoir été transparent. Donc, cette transparence est également importante. Et si vous avez une situation que les juges qui reprochent à d'autres États de ne pas être transparents ou indépendants sont eux-mêmes dans une situation où ils ont déjà dépassé la durée de leur mandat, il faut se poser des questions. Et voilà, dans la Commission et la Cour européenne, on a une situation. On a certains organes qui prennent la situation très au sérieux et c'est bien, mais les recommandations ne sont jamais contraignantes. C'est ça aussi qui pose problème. En ce qui concerne la CEDA, moi, je pense aussi la possibilité de réélection est critiquable. Je pense que ce n'est pas vraiment compatible avec ce qu'on exige, nous, la Commission. Même les juges temporaires sont problématique, alors que nous avons souvent le cas où les juges doivent, de façon répétitive, être confirmés dans leurs fonctions. Donc, il faut toujours aussi regarder sa propre situation. La Pologne, par exemple. En tant que Cour européenne, on a une autre structure que la justice en Pologne, mais c'est l'application qui compte, n'est-ce pas? L'application du système. Donc voilà. Merci. Monsieur Voskuhle, est-ce que vous souhaitez répondre? Oui, merci beaucoup. Je dois vous corriger, je ne suis pas le président du comité 255. Je suis le senior, oui, ça fait 7 ans que j'y suis actif, mais je ne suis pas le président. Mais nous sommes 7 personnes dans ce comité. Et on voit que c'est toujours un peu difficile de trouver des personnes qualifiées dans tous les pays. Nous avons élaboré les qualifications à remplir. Et il faut avoir une certaine expertise auprès de la Cour européenne, c'est-à-dire le français et la langue de travail. Il faut maîtriser cette langue et il faut avoir des connaissances, de bonnes connaissances approfondies en droit européen. Et je sais qu'il y a des situations où on doit poser des questions ouvertes aux candidats et candidates.
Ces candidates doivent se présenter personnellement devant le comité et on demande quelles sont les décisions les plus importantes, 3 décisions les plus importantes dans les 10 dernières années. Et parfois, on n'a pas de réponse. C'est choquant. Et il ne s'agit pas seulement des candidates venant des nouvelles démocraties qui échouent. Non, on a également des candidats de l'Autriche, par exemple. Les exigences sont élevées, oui. Il faut avoir de l'expérience internationale qui font défaut parfois, notamment en ce qui concerne les candidats venant des petits pays. Jusqu'ici, on n'a vécu aucune situation où notre recommandation n'a pas été suivie. Le Conseil européen a toujours suivi nos recommandations et je pense que si tel ne serait pas le cas, les membres de la Commission quitteraient la Commission parce que leur fonction n'aurait aucun sens. Donc, nos recommandations doivent avoir un certain poids. Jusqu'ici, ça fonctionne bien. Mais on voit aussi un développement positif, c'est-à-dire la procédure de la nomination est de plus en plus structurée, de plus en plus pays ont une procédure transparente de nomination de juges et cette procédure repose dans la plupart des cas sur l'état de droit. C'est positif. Donc, on voit qu'il y a un effort qu'on fait dans la plupart des pays et cela est convaincant. Lorsqu'on voit que quelqu'un a été nominé dans le cadre d'une telle procédure, cela augmente la confiance en son indépendance vis-à-vis des intérêts politico-politiciens. Mais lorsque quelqu'un devient juge alors qu'il n'a pas fait une carrière de juge, qu'est-ce qui se passe? Les secrétaires d'État, par exemple, anciens secrétaires d'État, anciens politiciens qui ont eu beaucoup de succès en négociant l'adhésion à l'Union européenne, par exemple, qui sont très compétents, mais qui n'ont aucune carrière, aucun passé comme juge. Est-ce que ces personnes sont acceptables? La Commission ne peut pas le dire. On a besoin d'une bonne expérience sérieuse de 20 ans. Mais le critère de sélection n'est pas d'avoir une expérience de 20 ans comme juge. Et la mentalité est différente. La compréhension du droit change complètement. Et donc, la situation change. L'attitude, la culture d'un tribunal et d'une cour peut changer. C'est de ça qu'il faut discuter un peu plus. Donc, il faut se faire une idée. Quelle est notre idée qu'on se fait de juge? C'est quoi comme personnalité un juge? On a eu un cas relativement grave, notamment au niveau européen, mais aussi dans les pays membres et la Suisse. Il faut se demander quelle est l'image qu'on se fait d'un juge. Qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme personnalité? Il faut développer des critères et c'est extrêmement difficile car même notre idée de l'indépendance, même notre idée comment agir en toute indépendance, elle n'est pas la même un peu partout. Donc, je pense que cette réflexion est nécessaire. Merci, Monsieur Voskuhle. Monsieur Grimm, qu'en dites-vous? Est-ce que vous avez une réponse? Madame Nussberger et Monsieur Voskuhle vous ont déjà lancé des mots-clés. Qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, j'ai
beaucoup d'expérience, mais pas dans ce domaine. J'ai beaucoup moins d'expérience dans ce domaine que Madame Nussberger et Voskuhle, car je n'ai jamais été membre d'une cour internationale. Mais je suis d'accord avec Madame Nussberger lorsqu'elle dit que la réélection d'un juge est un moment crucial et sensible. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un candidat, une candidate ne remplit pas les exigences et les attentes? Je ne sais pas si la Cour européenne des droits de l'homme a pris des décisions à ce sujet, mais je pense qu'il faudrait vraiment prêter attention à ce sujet. La Cour européenne, je sais, à la Cour européenne, on essaye d'éviter des opinions divergentes parce que à ce moment-là, on a une individualisation et on s'expose au risque. Donc, on évite d'avoir des opinions divergentes. Ça veut dire on évite de s'exposer et il faut en discuter. Une cour internationale doit veiller à ce que les membres pour lesquels elle prend des décisions soient traités sur un pied d'égalité. Mais est-ce possible lorsque les conditions ne sont pas les mêmes dans ces pays? Donc, si j'applique quelque chose de la même manière sur des systèmes qui ne sont pas les mêmes, j'instaure une injustice, n'est-ce pas? Et ça peut poser problème. Ah oui, c'est un point important et intéressant. Maintenant, nous avons regardé la Cour européenne, les droits de l'Union européenne et Strasbourg. Et on voit qu'il y a peut-être parfois aussi des pertes de confiance à Strasbourg. D'un autre côté, on peut s'améliorer. La CGCE l'a déjà fait. La Cour de justice de l'Union européenne l'a déjà fait. Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose? Est-ce que vous pourriez élaborer un peu sur la situation de Karlsruhe, la Cour européenne d'Allemagne? Car la Cour européenne constitutionnelle d'Allemagne jouit d'une très bonne réputation. Ses membres jouissent d'une grande confiance. On se sert volontiers des décisions de Karlsruhe. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau national, il y a quelque chose qui est bien, qui fonctionne bien, même mieux que dans d'autres États, même mieux qu'à Strasbourg. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu ce point? Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien, notamment par rapport à la nomination des juges? Oui, volontiers. J'ai fait mes expériences en tant que président. Eh bien, on a un avantage à Karlsruhe. On a besoin d'une majorité des 2/3 dans le Bundestag ou dans le Bundesrat pour la nomination. Donc, les partis sont obligés de se mettre d'accord sur des personnes et ça, c'est un avantage, un grand avantage. C'est-à-dire des personnalités extrêmes ou extrémistes, extrémistes de gauche ou de droite, n'ont aucune chance d'être nominés. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est un point important, comme le deuxième. Et je ne l'ai compris que lorsque j'y ai travaillé. Et on m'a posé la question de savoir pourquoi Karlsruhe n'est pas la proie à la politique. Donc, on gagne bien. On pourrait bien placer des personnes
qui font ce que les partis politiques veulent. Et pourquoi? Les juges sont extrêmement bien qualifiés. M. Habert et Müller vraiment, sont des juristes exceptionnels avec des qualifications exceptionnelles. Eh bien, il faut travailler soi-même à Karlsruhe. Parce que dans la délibération, on est tout seul. Et si on n'a aucune idée de quoi on parle, ça se voit. Aucun homme ou aucune femme politique veut se faire poser la question de savoir, eh bien, madame, monsieur, pourquoi vous n'avez pas pris comme base de décision la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, machin chose, et tel article. Eh bien, voilà, il faut connaître, il faut savoir de quoi on parle, et il faut travailler soi-même, il faut élaborer les sujets soi-même, et notamment dans les délibérations, il faut bien connaître les affaires et les cas. Ce n'est pas très attrayant pour les personnes qui souhaitent représenter. Non, les personnes qui viennent travailler à Karlsruhe sont des personnes qui veulent s'engager. En outre, il y a une pression très forte sociale et il y a une pression dans le sens où tout le monde veut démontrer son indépendance et ne pas être politique, ne pas agir de façon politicienne. Donc, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas vraiment toutes les compétences, mais qui font un vrai effort pour y arriver. Par conséquent, la qualité est extrêmement élevée. Mais évidemment, tout n'est pas parfait à Karlsruhe. La pression monte. Il faut avoir de plus en plus une composition représentative. On l'a vu la dernière fois, pendant la dernière nomination, il fallait absolument avoir quelqu'un qui vient des anciens pays socialistes. Donc, les anciens Länder socialistes devaient être représentés. Je peux être ouvert ici. Donc, on s'est engagé pour une candidate qui était moins forte parce qu'elle venait des anciens pays socialistes. La question maintenant qui se pose est de savoir est-ce qu'il faut avoir des représentants d'autres groupes, les hommes, les femmes, les églises, d'autres mouvements? Est-ce qu'on doit être représentatif? Moi, j'y vois un problème. Les juges ne sont pas un collège représentatif. Non, ils doivent et elles doivent résoudre des cas de façon indépendante. Et ça devient de plus en plus difficile. Et on craint de plus en plus que l'influence se fasse sentir de plus en plus clairement et qu'on nous oblige d'être représentatifs. Ça, c'est un aspect que je trouve très difficile. Oui, merci. Thomas, tu voudrais poser une question? Oui. D'abord, en fait, j'ai une instruction pour ceux qui veulent poser des questions. Ne les posez pas dans la boîte chat, mais dans la FNA. Par ailleurs, nous avons aussi prévu un exposé de Madame Anne Sanders après la pause. Elle enseigne à l'université de Bielefeld, mais elle est déjà parmi nous avant, donc son exposé. Et elle conseille les organes propres au Conseil de l'Europe et au sujet de cette cour suprême, j'aimerais lui demander dans les 3 exposés qu'il y a eu jusqu'à présent, des rôles sont très distincts. La Commission de Venise a plutôt un rôle consultatif. Les États doivent faire preuve de bonne volonté pour accepter les recommandations formulées.
alors que la CJUE, quand elle examine l'indépendance judiciaire, a acquis plus d'autonomie. Quant au professeur Grimm, vous avez déclaré que la CEDH ne le fait pas encore. Elle examine des points spécifiques. J'aimerais savoir, à vos yeux, qu'est-ce qui devrait se passer pour que la CEDH intervienne aussi sur ce plan. Et j'ai aussi l'impression, vous pouvez abonder dans mon sens ou non, que ça fonctionne mieux au sein de l'Union européenne parce que des mécanismes sont en place et donc fonctionnent. À l'extérieur, Russie, en Turquie, là, ça ne fonctionne pas du tout. Qui souhaiterait commencer à répondre? Bien. J'aimerais dire quelque chose à ce propos. Si on examine les échelles d'organes juridiques, il n'y a pas seulement des différences quantitatives d'un État à l'autre. Au sein du Conseil de l'Europe, mais c'est surtout au niveau qualitatif que ça change. Ça devient de plus en plus hétérogène et les dernières mesures envisagées pour apprécier l'indépendance dans tel ou tel pays, tout en encore comparant ce niveau d'indépendance à celui d'autres pays, n'avance pas. C'est pourquoi il me semble qu'il y a encore des possibilités inexploitées au sein de la CEDH. Alors, je ne sais pas comment le faire concrètement, mais je pense que nous devons le faire. Il le faut aussi parce que la culture d'indépendance, elle est difficile à juger de l'extérieur. On la ressent plutôt. Mais si c'était possible de dresser peut-être 7 ou 8 variables et définir pour les apprécier afin de se faire une idée du degré d'indépendance d'un pays. Si on parvenait à faire cela, on aurait déjà gagné quelque chose. Et puis, Madame Nussberger, qui a vu ça de plus près que moi, a certainement une opinion plus pertinente encore. Oui, je m'exprime volontiers aussi là-dessus. Tout d'abord, j'aimerais déclarer que les cas d'examen de l'indépendance judiciaire ont augmenté de plus en plus. Effectivement, c'est un problème pressant. Mais à la CJUE, il n'y a pas de vraiment bon instrument. On l'a bien vu avec l'exposé de M. Voskuhle. La Cour s'est arrogée des droits qu'elle n'avait pas à la base pour faire avancer les choses. Ça peut être problématique du point de vue dogmatique. Bien, il y a aussi un problème de cet ordre, de la même nature dogmatique pour la CEDH, parce qu'elle s'occupe des affaires, des cas pour protéger les citoyens. Quelqu'un arrive, j'étais devant cette cour indépendante et je ferai valoir sa décision. Mais il est toujours extrêmement difficile, et il faut bien le dire, quand il y a des tribunaux extraordinaires, parfois militaires, de faire valoir des critères de nature objective. Alors, quand on voit l'effondrement de la justice en Pologne, c'est le nombre de limogeages.
Et donc, comment réparer les choses puisque les juges eux-mêmes, en fait, n'ont même pas droit d'être protégés. Tout devient très subjectif. Et la Cour de Strasbourg, elle aussi, a dû bricoler, inventer. Par exemple, pour Baca, enfin, le non-réemploi en tant que président de la Cour suprême, eh bien, Strasbourg s'est appuyé sur la liberté d'opinion, l'article 10. Et l'article 6 était abordé, mais simplement en annexe. Et c'est, je pense, la grande difficulté parce que on a on a trait aussi à l'article 8, c'est comme pour les juges politiques qui maintenant se révoltent, enfin se défendent et sont punis. Mais le problème, bien sûr, c'est lorsque on est attaqué professionnellement, là aussi dans le privé. Ces cas devraient donc pouvoir être portés à la CEDH. Ce que je veux dire, c'est que les instruments ne sont pas prévus pour faire en sorte que les juges eux-mêmes puissent agir sur leur manque d'indépendance sous l'angle aussi d'un droit de l'homme. La CEDH pourrait faire des progrès peut-être en contournant l'article 8, l'article 10, mais de mon point de vue, la construction de base pose problème. Oui, j'aimerais brièvement intervenir et poser la question parce que à la base, il y avait les plaintes étatiques. Ça, c'était au début de la CEDH. Et puis, les plaintes individuelles sont arrivées. Et les plaintes étatiques, on s'est rendu compte, ne fonctionnaient pas parce que les États estimait que c'était une attaque diplomatique quand un autre État formulait une plainte. Ne devrions-nous donc pas envisager, par exemple, de désigner comme des rapporteurs spéciaux aux droits de l'homme ou des commissaires aux droits de l'homme qui pourraient s'occuper de... Madame Sanders, vous avez demandé la parole? Oui, merci. Je crois que ce que vient de dire Madame Nussberger est crucial. Effectivement, avec les tribunaux, nous avons des institutions qui sont là pour les droits individuels et ne sont pas là pour garantir des principes constitutionnels. Or, de plus en plus, on voit qu'au niveau national, sur des questions écologiques, environnementales, etc., pour protéger le climat, on s'arroge en fait ce droit comme protecteur de l'état de droit. Et il serait pertinent peut-être de réfléchir s'il ne serait pas possible effectivement qu'un haut commissaire se penche sur ces plaintes. Parce que, comme l'a dit Monsieur Grimm, cet aspect culturel, la culture d'indépendance propre à un pays pourrait être des éléments plus faciles à apprécier. Parce que lorsque je discutais avec on s'occupe beaucoup, par exemple, de l'article 6, mais est-ce que c'est vraiment la voie à suivre, l'orientation? Est-ce que c'est aussi notre vision du magistrat qui se penche sur les liens constitutionnels plutôt que les cas individuels. Oui, j'aimerais souligner ce que vient de dire Madame Sanders. On voit qu'il est nécessaire de porter main forte, comme par exemple à la Pologne, mais les moyens sont limités. Prenons par exemple la situation à la CJUE. Il y a deux
procédure, celle de renvoi ou d'infraction. Et là, les juges donc individuels, qui sont parfois directement concernés, doivent investiguer les normes dans leur pays pour effectuer un tel renvoi. Et dans le cas, par exemple, d'une procédure de mandat ad arrêt, quand on attend d'un tribunal qu'il juge la situation complexe d'un autre pays, on frise l'impossible. C'est pourquoi ces procédures ne sont pas appropriées pour un contrôle systématique de l'état de droit. Moi, je trouve que la procédure d'infraction donne plus de possibilités à la Commission. Mais là aussi, une analyse approfondie de toutes les contingences doit être effectuée. Là, bien, la chose devient moins précise. Et c'est bien sûr le sujet à l'appréciation objective. Alors, est-ce que ces contrôles étatiques, ces contrôles de l'état de droit ne devraient pas prendre une nature plus politique? Parce qu'il est vrai qu'on peut s'appuyer sur le Conseil de l'Europe ou d'autres institutions, comme par exemple celle d'un rapporteur. Et là, on pourra avoir des discussions politiques de sorte que le mécanisme sur le contrôle de l'état de droit ne soit pas le seul et que l'on puisse, par exemple, prononcer des sanctions financières en cas de violation. Ce serait sans doute plus utile parce que pour l'instant, on veut aider, mais c'est problématique. Notamment en fait quand cela va de pair avec une appréciation individuelle. On entre alors dans des considérations politiques que des juges sont censés trancher et ça crée des problèmes de crédibilité, de légitimité. Monsieur Graham. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. On le voit dans le cadre de la jurisprudence présentée par de la CJUE, où on voit que l'Union européenne n'a pas de moyens effectifs de faire tenir leurs promesses par des propres États membres. Et les instances politiques, en fait, sont impuissantes, mais on voit que les cours, elles, le sont aussi. Alors, ce n'est pas du tout une question formelle, il y a bien une division des pouvoirs entre les différentes institutions. C'est fondé entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Si le résultat souhaité ne peut être obtenu alors qu'on ne l'a même pas prévu en termes institutionnels. Oui, le temps avance et nous avons recueilli une multitude de questions. Alors, ce serait un peu arbitraire et je ne veux pas être arbitraire. C'est pourquoi je propose la chose suivante en dernier tour de table parce que on parle de financement et de budget. Alors, est-ce que vous pourriez faire quelques remarques ayant trait à ces points? Il y a une grande discrimination entre la CJUE et la Cour de Strasbourg qui est un petit peu qui mendie quelques fonds. En Albanie aussi, il y a des critères de financement budgétaire qui devraient peut-être
être défini, jouer un rôle pour définir l'indépendance des juges. Et puis, il y a aussi toute une série de questions qui portent sur l'influence de l'exécutif concrète. Là aussi, on connaît certaines affaires. Lucius Wilderba, l'ancien président de la Cour de Strasbourg, ça a raconté dans ses visites de pays quel cadeaux il recevait. Il y avait vraiment des tentatives d'influence de la part du pouvoir exécutif pour des affaires individuelles. Un troisième bloc de questions porte sur les standards, les normes de réélection. Si réélection il y a, comme c'est le cas par exemple en Suisse, comment faudrait-il, du point de vue de Luxembourg ou de Strasbourg, procéder? Et aussi du point de vue de la Commission de Venise. Quelles normes pourraient être acceptables? Et un autre cas, la partialité des juges qui nous occupe beaucoup en Suisse, au sens où les partis recrutent et sont même responsables en quelque sorte de recruter les juges. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le présentait sur les bancs de l'école. Tout a bien sûr changé et évolué. Il n'y a que un pourcentage de la population, bien sûr, aujourd'hui, qui s'identifie avec un parti. Donc, il y a à peu près 3 blocs de questions. Nous allons commencer avec Madame Nussberger. Si vous pouviez peut-être faire une remarque sur chaque bloc de questions. Je vous en serais reconnaissant. Madame Nussberger, nous vous écoutons. Oui, je crois que le temps passe trop vite. Je prononçais une seule phrase par bloc. Au sujet de la partialité ou plutôt du recrutement basé sur les partis, comme en Suisse ou en Allemagne, je dirais l'opinion européenne diverge. Et je savais toujours à chaque fois que j'ai évoqué ces cas à la CEDH et on poussait des hauts cris, ça semblait absolument inacceptable. Et parfois de la part de pays où l'état de droit n'est pas le meilleur. Ensuite, il n'y a pas de fonds supplémentaires qui seront dégagés au bénéfice de la CEDH pour que les États soient encore plus critiqués puisque ce sont eux qui débloquent les fonds. Alors, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, avec si peu de fonds, je suis abasourdie de voir l'efficacité des juges de la CEDH. Ensuite, au sujet des normes d'une réélection, je dirais simplement, il n'y a pas de réélection. Ça ne le faut pas. Et on s'en est en tout cas, c'est l'opinion de la Commission de Venise. Quant à l'influence concrète de la part du pouvoir exécutif, j'aimerais faire remarquer qu'il y a une influence indirecte qui pose problème à laquelle il faut réfléchir dans le cas, par exemple, de la Suisse. Vous savez tous qu'il y a un référendum qui a eu lieu il y a 2 ans pouvant déboucher sur la sortie de la Suisse du traité sur les bilatérales, l'accord sur les bilatérales. Alors ça, c'est une sorte, en fait,
d'influence indirecte. Cette vision il faut bien, quand on sait, par exemple, ce qui est l'enjeu, ce que leur sentence pourrait avoir comme conséquence, relève aussi d'une forme d'influence importante, et toute influence, même indirecte, est importante. Monsieur Grimm, sujet de la question des partis, de l'impartialité, une question plus importante parce que les juges font partie du pouvoir étatique et ils ont besoin d'une légitimation démocratique. Et les partis en ont besoin. Et quand ça n'est pas possible par le vote de la population, alors, par exemple, il faut dépenser beaucoup d'argent pour faire de la publier en disant combien on a réussi à tuer de gens, comme la Cour suprême aux États-Unis, par exemple, et être donc choisi. Donc, si légitimation il y a, elle doit venir d'une manière démocratique, d'un vote. Les partis, en fait, sont un jalon indispensable puisque ce sont eux qui sont votés. Et c'est très difficile de s'éloigner du système qui repose sur les partis. Dans la pratique, je peux comprendre que ça choque, mais on ne va pas interdire, par exemple, non plus à un juge d'être membre d'un parti. Il a tout à fait le droit de l'être. Mais si il est membre d'un parti, il doit pouvoir afficher son indépendance face au parti en question pour que celui-ci ne l'influence pas dans ses décisions. Et sur ce point, moi, je pense que la culture juridique doit être prise en considération. C'est très important. Tous les organes de l'État sont imprégnés de personnel et cela fait que, par exemple, dans le cas de Karlsruhe, c'était un peu un miracle, mais les juges sont bel et bien neutres politiquement. Et normalement, en fait, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Or, à Karlsruhe, en fait, l'indépendance est bel et bien garantie. Et si l'on négocie, cela se fait vraiment à huis clos. Je ne sais pas si une transparence à cet égard apporterait ou non à quelque chose. J'aurais encore d'autres observations à faire, mais je n'ai pas le temps. Merci beaucoup, Monsieur Grimm. Monsieur Voskuhle maintenant. Grimm a dit tout ce que je voulais dire au sujet des partis. Alors, je ne répéterai pas ces déclarations. Je vous remercie. Vous avez dit clairement, c'est vrai qu'on ne peut pas se passer des partis. Et ce n'est pas... ça donne la légitimité démocratique dont nous avons besoin. Au sujet des autres thèmes, le fait qu'un juge ne doit pas être réélu, je suis d'accord avec Madame Nussberger. C'est une situation extrêmement difficile parce que pour un juge, ça lui donne un statut social dont il dépend et la volonté d'être élu est évidente.
si vous venez de Roumanie, hein, où un juge gagne environ 1 000 euros, alors que à la CJUE, il va gagner 10 fois plus, vouloir continuer à garder son poste est humain. Et ça, il faudrait effectivement changer cela. Il faudrait réfléchir, peut-être, pour les positions internes telles que président, si peut-être les autres magistrats ne devraient pas éventuellement voter pour désigner ces postes. Cela pourrait être une solution raisonnable. Et puis, les garanties personnelles pour les tribunaux internationaux notamment, mais aussi pour nos tribunaux nationaux, devront veiller à ce que les magistrats soient financièrement en sécurité. Ils ne doivent pas être riches, mais c'est vrai qu'ils doivent ne pas craindre pour leur propre survie financière et, par exemple, faire du souci pour sa retraite, etc. Sinon, il y a de nouveau un facteur de dépendance qui entre en ligne de compte. Et au sein de la CEDH, après 9 ans, par exemple, les personnes se retrouvent sans rien, elles doivent de nouveau trouver des mandats. Moi, je plaide pour une indépendance de tout cela pour les juges. Au sujet donc des soldes des magistrats, nous plaidons pour des barèmes raisonnables et il faut définir un niveau plancher et ne pas aller au-deçà de ce plancher. Pour les influences directes et concrètes, les procédures résistent mieux aux influences directes. C'est plus difficile pour les influences indirectes. Quelqu'un vous appelle et vous dit décidez comme ci ou comme ça c'est beaucoup plus rare que ce que l'on peut imaginer. Moi, en tout cas, dans toute ma carrière, ça m'est jamais arrivé. Et c'est la même chose que j'entends dans la bouche de nombreux magistrats internationaux. Le problème, c'est plutôt se dire si je décide ceci ou cela, est-ce que je pourrais rester dans à ce poste? Là, je invite la communauté internationale à se pencher sur cette question. Pour le cas du procureur, par exemple, général en Allemagne, bon, c'est différent parce qu'un ministre va bien réfléchir avant de limoger un procureur général. Donc, ce n'est pas là que se réside le risque. Mais et il n'y a pas à perdre énormément de temps dans une réflexion à ce niveau-là. Merci, Monsieur Voskuhle. Nous allons encore prendre le temps d'écouter Madame Sanders. Avec ces manifestations virtuelles, peu importe si nous ne sommes pas ponctuels, Madame Sanders, nous aimerions vous entendre. Alors, je vais être brève. Ça est important. La réélection n'a pas lieu d'être. C'est tout à fait un point central pour la Cour constitutionnelle allemande. Une élection, une désignation d'accord peut suivre une inclinaison politique, mais pas une réélection. Et au moins, un juge doit se sentir libre une fois qu'il est nommé de statuer comme il l'entend. Et puis, les questions des
norme est importante, une justice indépendante. Si on ne peut pas l'apprécier, eh bien, c'est inutile. Le solde est important. Si un juge ne peut pas se nourrir, peut pas nourrir sa famille, c'est ridicule. On voit que dans certains pays, il y a effectivement des circonstances désolantes quand ce n'est pas le cas. La présence, réélection, légitimation, tous ces sujets ont un rôle central dans les débats helvétiques et j'imagine que c'est la transition parfaite pour le deuxième volet de cette conférence. Merci Madame Sanders. Nous arrivons au terme de ce survol européen de l'indépendance judiciaire de l'État de droit. Les meilleurs séminaires académiques sont ceux où les profs apprennent eux-mêmes. Et je dois dire que ces exposés jusqu'ici m'ont énormément appris. Je suis impressionnée par toutes ces contributions. Dans le deuxième volet de la conférence, nous nous pencherons sur la Suisse. Merci beaucoup. Nous avons pu, je crois, approfondir certaines questions. D'autres n'ont pas pu être même abordées. J'avais moi-même encore une multitude de questions, mais au moins ça nous donne la certitude que l'année prochaine, nous pourrons réorganiser une conférence judiciaire. Je vous remercie. Nous avons à présent 15 minutes de pause et nous nous retrouvons sous la houlette de Monsieur Thomas Stadelmann. Je vous invite à aller boire un café. Nous nous retrouvons dans 15 minutes.